Eh bien, bienvenue à ce point presse du ministère des Armées qui est délocalisé au musée de l'Armée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Et je tiens tout d'abord à remercier le général Gravette et l'ensemble des équipes du musée de nous accueillir aujourd'hui dans ce site exceptionnel. Donc nous allons commencer le point presse avec les actualités du ministère. Nous passerons ensuite au focus thématique consacrée donc cette semaine au musée de l'Armée, qui est un établissement placé sous la tutelle du ministère, un acteur d'une politique culturelle particulièrement ambitieuse. Donc je céderai la parole au général de corps d'armée Yann Gravette, directeur du musée de l'Armée, puis à Sylvie Leluc, directrice de la conservation du musée. Enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations françaises. Et pour ceux qui le souhaitent, une visite du parcours Les Invalides entre histoire et mémoire vous sera présentée dans le cadre du focus thématique est prévu à l'issue du point presse. Donc je débute les actualités avec un exercice de préparation opérationnelle. Depuis le 9 septembre et jusqu'au 27 septembre prochain, un détachement du groupe des plongeurs démineurs atlantiques ainsi que le bâtiment base de plongeurs démineurs Acquéron participent à l'exercice expérimental OTAN REPMUS. Cet exercice est organisé par la marine portugaise depuis 2010 et il regroupe à la fois des industriels, des chercheurs et des militaires de l'Alliance, dont les plongeurs démineurs de la Marine nationale. Ils sont experts et pionniers dans la mise en œuvre des drones sous-marins. Les unités participantes, appuyées par des représentants du groupe des plongeurs démineurs Méditerranée, de la flottille de lutte contre les mines et du service hydrographique et océanographique de la marine, appelé aussi le CHOM, ont participé à la préparation de cet exercice, c'est-à-dire à l'installation logistique, à la préparation des zones de travail et ainsi qu'à la réalisation de plongées d'environnement. Cet exercice annuel permet aux marines participantes d'expérimenter ensemble les mises en œuvre de nouvelles capacités autonomes en soutien aux opérations maritimes, sous la mer, sur la mer et dans les airs. Du côté de l'OTAN, le 23 septembre, une cérémonie de passation de commandement au sein du commandement allié transformation sera présidée par l'amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN. Cette cérémonie marque la prise de poste de l'amiral Pierre Vendier, qui succède au général d'armée aérienne Philippe Lavigne en tant que commandant suprême allié transformation, communément appelé SACTI. Le commandement allié transformation, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit de l'un des deux commandements stratégiques de l'Alliance. Il est en première ligne dans la transformation militaire et la préparation de l'avenir de l'OTAN. Et le commandement allié transformation renforce le lien transatlantique entre l'Europe et l'Amérique du Nord et promeut un partage équitable des rôles, des risques et des responsabilités des alliés. À la tête de cette structure, le commandant suprême allié transformation est quant à lui en charge de la formation, de l'entraînement, des expérimentations, de l'innovation et de la promotion de l'interopérabilité à l'échelle de l'Alliance. Je poursuis les actualités avec deux événements qui se tiendront les prochains jours, du 25 au 27 septembre, sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac. L'Armée de l'air et de l'espace et la Direction générale de l'armement participeront à l'édition 2024 du Salon européen AD2S, consacré aux questions de maintenance aéronautique. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec le CIRPA Air et Espace si vous souhaitez des informations complémentaires. Et du côté d'Istres, les 28 et 29 septembre, la base aérienne 125 organise des journées portes ouvertes. Pendant 2 jours, elle proposera au public des stands, des expositions ainsi que des démonstrations aériennes et statiques. L'occasion donc d'aller à la rencontre des aviateurs. Pour plus d'informations sur ces portes ouvertes, je vous invite également à vous rapprocher du CIRPA Air et Espace. Je continue ces actualités avec la diffusion du dernier journal de la Défense qui a été consacré ce mois-ci au renseignement. Ce reportage vous permettra de mieux comprendre les enjeux liés à la création du commandement des actions dans la profondeur et du renseignement. Il s'agit d'un nouveau commandement de l'armée de terre dont j'avais annoncé la création il y a quelques semaines et vous pouvez d'ores et déjà visionner ce reportage sur notre chaîne YouTube. Puisque la politique culturelle
est au cœur de notre point presse cette semaine. Je vous annonce que le ministère des Armées s'associe une nouvelle fois au ministère de la Culture pour la 41e édition des Journées européennes du patrimoine. À cette occasion, le ministère des Armées ouvre les portes de son patrimoine au public, et c'est ainsi que l'hôtel de Brienne, des musées, mémoriaux, hôtels de commandement, bases aériennes, bases navales, centres d'archives et régiments vous accueilleront ce week-end. Et vous pouvez également connaître les différentes manifestations qui sont organisées en vous rendant sur le site Mémoire des Hommes. Toujours en lien avec le domaine culturel, demain soir, le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, remettra le prix Erwan Bergot à la Maison militaire des Invalides à 19h30. Décerné chaque année par l'armée de terre depuis 1995, ce prix rend hommage à l'écrivain et journaliste Erwan Bergot, ancien officier parachutiste. Le prix récompense un ouvrage grand public écrit en langue française qui véhicule et perpétue les valeurs de l'engagement au service de la France. Cette année, le jury devra trancher parmi les ouvrages suivants. Dien Bien Phu de Pierre Servan, Nous y étions d'Annick Cogent, Entre-guerres du général d'armée François Lecointre, et enfin Petit Louis de Jean-Christophe Notin. Pour participer à la cérémonie de remise de ce prix, vous pouvez contacter le CIRPA Terre. Le lendemain, dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides, à la 7e édition du Salon du livre militaire, se tiendra, et c'est le général d'armée Pierre Schill qui inaugurera le salon à 9h, le samedi matin donc. Et vous êtes invités à venir rencontrer les auteurs civils et militaires qui pensent, écrivent et illustrent les combats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Plus de 60 auteurs seront sur place pour rencontrer le public et dédicacer leurs ouvrages. Parmi eux, nous avons Dorothée Olyric, grand reporter, et encore François Broche, qui a été justement reçu le prix Erwan Bergot en 2023. Enfin, je termine ces actualités avec un autre concours littéraire organisé par le ministère. Il s'agit de la 5e édition des Galons de la BD. Créé en 2021, les Galons de la BD récompensent des bandes dessinées en lien avec le fait militaire, les enjeux de défense ou les armées. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er novembre et l'année passée, plus de 110 bandes dessinées venant de 42 éditions ont été présentées. Et on espère le même succès pour cette nouvelle édition. Vous pouvez retrouver les modalités d'inscription sur le site internet du ministère. Nous allons passer au focus thématique. Nous avons l'honneur de nous retrouver aujourd'hui au Musée de l'Armée, situé au cœur de l'Hôtel national des Invalides, joyau du patrimoine français. Avec plus de 1,2 million de visites par an, il est le 7e musée français le plus visité. Et ce musée fait également partie des 15 musées rattachés aux armées, directions et services du ministère. Il illustre l'action culturelle du ministère, deuxième acteur culturel de l'État, dont l'objectif est de renforcer le lien entre les armées et la nation, transmettre l'histoire de notre pays à travers son patrimoine mémoriel et culturel, mais aussi faire connaître les enjeux de défense actuels et à venir. Cette politique est mise en œuvre par la Direction de la mémoire, de la culture et des archives, et merci à son directeur Evans Richard d'être présent parmi nous aujourd'hui. Je n'en dis pas plus et je cède maintenant la parole à nos deux ambassadeurs de ce patrimoine exceptionnel, le général Gravette, puis Sylvie Leluc. Merci Madame la Directrice, Monsieur le Directeur de la mémoire, de la culture et des archives. Mesdames et Messieurs, je suis évidemment ravi de vous accueillir et pour certains d'entre vous, de vous retrouver dans un autre contexte et un autre cadre qu'il y a quelques années au sein de ce salon d'honneur du Musée de l'Armée aux Invalides. La mission du musée, sa fréquentation générale a déjà été décrite par la directrice de la communication, je ne vais donc pas revenir dessus. C'est un grand musée de France au cœur de Paris, c'est un des musées les plus visités et à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, cela fait maintenant 3 ans qu'il y a 30 000 visiteurs au cours de ce week-end de septembre, tous les ans. Et l'an dernier, le musée de l'Armée a été le 2e monument visité à Paris après le chantier Notre-Dame et avec 31 000 visiteurs. Un musée, on peut imaginer, on peut parfois avoir l'idée que c'est quelque chose de poussiéreux. Le musée de l'Armée ne cesse de se renouveler. Il vient de terminer une première phase d'une transformation, Minerve 1, et il va s'engager maintenant dans une 2e phase de transformation.
qui, à l'horizon 2030, vont étendre ces collections dans le temps et dans l'espace. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir un nouveau parcours permanent. Et je vais céder maintenant la parole à Madame Sylvie Leluc, la directrice de la conservation du Musée de l'Armée, qui va vous décrire ce parcours et dont les équipes peuvent vous le faire visiter. Merci en tout cas d'avoir consacré un peu de votre temps à ce magnifique cadre auquel vous êtes bien sûr invité à revenir à titre personnel ou à titre professionnel ce week-end avec vos amis et vos familles. Chers et chers tous, je suis vraiment très honorée de vous présenter ce matin un nouveau parcours permanent au cœur du Musée de l'Armée dédié à l'histoire du site des Invalides. En effet, le dôme des Invalides et sa coupole couverte de feuilles d'or est reconnaissable entre tous les monuments iconiques du paysage architectural de la capitale, et son histoire et sa destination sont encore trop peu connus des publics français et étrangers qui chaque année viennent en nombre le visiter. Avec près de 30 000 mètres carrés d'espace visitable, le Musée de l'Armée est le premier opérateur culturel du site des Invalides, et c'est tout naturellement qu'il s'est vu confier la mission de valorisation de ce passé historique absolument riche et encore trop méconnu, monument qui est classé monument historique depuis 1862. Alors, première étape de ce projet Minerve, d'extension et de transformation de ces espaces de visite, le parcours Les Invalides entre histoire et mémoire invite les visiteurs à découvrir l'histoire de ce lieu emblématique. C'est une vraie aventure pour les équipes du musée. Un nouveau parcours, c'est un fait exceptionnel dans la vie d'un établissement. Notre dernier parcours permanent a été inauguré en 2015, il y a déjà 10 ans. C'était sur la thématique de l'histoire militaire et des figurines historiques, de la représentation de l'armée à travers des faits un peu plus éloignés que le fait militaire au sens strict du terme. Donc aujourd'hui, on revient sur l'histoire du lieu. Ce parcours s'inscrit au cœur même de l'édifice, dans un des grands réfectoires du site, au rez-de-chaussée de l'aile Orient. Et à l'intérieur de ce réfectoire, grâce à la complicité du cabinet d'architectes Dufour et des scénographes Echt et Pinta, nous avons mis en place une scénographie audacieuse qui à la fois ménage l'écrin, c'est-à-dire le réfectoire et ses décors peints du XVIIe siècle, mais aussi les chefs-d'œuvre qui retracent cette histoire absolument unique, que sont les grands morceaux, j'allais dire, de nos collections autour des œuvres emblématiques du XVIIe. Ce parcours se détache en 3 parties principales. Le fait royal, puisque effectivement ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons a été conçu par le roi Louis XIV. Ensuite, le fait impérial, puisque c'est le premier consul qui, en 1800, transforme cet édifice en panthéon militaire. Et enfin, le fait républicain, qui voit arriver les institutions patrimoniales et les musées. Au cœur de ces nouveaux parcours, quelques joyaux que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure avec les commissaires qui proposeront des visites de ces espaces. Tout d'abord, le plan relief des Invalides, qui est un joyau des collections patrimoniales françaises. C'est le seul plan relief d'un bâtiment public, alors royal au moment où il a été conçu. Il date de 1690. Il est en parfait état de conservation. Il est tout à fait inédit puisque les plans reliefs ont été conçus pour défendre, j'allais dire, le royaume, et on a essentiellement des plans reliefs qui définissent les places fortes du territoire, qu'ils soient littorales ou à l'intérieur du territoire le long de nos frontières. Et là, conception d'une maquette, d'un plan relief qui détermine une des plus grandes œuvres du règne de Louis XIV. Ce plan relief est ensuite suivi d'une œuvre monumentale qui est le carton de tapisserie. Alors un carton de tapisserie, c'est une grande peinture qui est préparatoire à la création d'une tapisserie tissée et qui raconte l'histoire de ce lieu. C'est en quelque sorte un récit en images, une sorte de bande dessinée avec évidemment des entorses à la chronologie, puisqu'on y voit sur ce grand tableau toute l'histoire de la construction de l'hôtel, la grande façade nord que l'on doit à Libéral-Bruant, 100 toises de long, 195 mètres. Il n'y a en France que 3 façades de ce type qui sont conservées, donc la grande façade des Invalides, celle de la Corderie de Rochefort, et on en voit bien l'utilité, et puis celle de l'Hôtel-Dieu à Lyon. Donc c'est vraiment un grand morceau d'architecture et de bravoure que cette construction de l'Hôtel des Invalides. Et donc on a sur ce grand tableau de Dulin toute l'histoire de l'hôtel depuis sa fondation, et on voit Louvois présentant au roi ce plan de cette institution dont le roi a dit lui-même que de toute l'œuvre de son règne, c'est l'institution dont il est le plus fier. Et effectivement, il avait de quoi être fier, puisque cette fonction régalienne de soins aux blessés perdure toujours aujourd'hui.
ces fonctions finalement de panthéon militaire qui arrivent avec l'Empire, puisque au lendemain de la Révolution, on va transformer ces espaces en lieu d'hommage aux grands hommes qui se sont illustrés. Et le premier consul va tout mettre en œuvre pour accueillir la dépouille de Turenne et puis celle de Vauban, et à partir de là, donner cette vocation mémorielle au site. Et enfin, le fait, j'allais dire, patrimonial qui envahit en quelque sorte l'espace petit à petit, et nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir vous accueillir dans ces lieux, et je ne doute pas un seul instant que vous allez redécouvrir ce patrimoine que vous connaissez tous, et j'espère que cette scénographie tout à fait innovante, où pour une fois, on n'a pas présenté des œuvres dans des vitrines, on n'a pas accroché des cimaises au mur, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse venir découvrir ce nouveau parcours. Merci de votre attention. Je donne la parole au colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, qui va nous faire une présentation des opérations militaires françaises actuellement. Colonel. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons faire cette présentation de la situation des opérations région par région, et je vous propose de commencer par la région Indo-Pacifique avec un exercice de l'armée de terre de coopération avec le Japon. On va commencer par une vidéo. Donc, du 7 au 21 septembre 2024, l'armée de terre a conduit un partenariat militaire opérationnel, c'est comme ça que ça s'appelle, avec les forces armées japonaises dans le cadre d'une relation bilatérale de confiance. Pour la seconde édition de cet exercice, qui s'appelle Brunet Takamori, l'armée de terre engage une cinquantaine de légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie et le Japon engage le 39e régiment d'infanterie dans un exercice qui vise à développer l'interopérabilité dans le cœur de métier de l'infanterie. Ainsi, la France, nation riveraine de l'Indo-Pacifique, affirme sa présence dans la zone. Elle contribue avec ses partenaires au renforcement de la stabilité et de la sécurité régionale au bénéfice de la paix. On passe à la Nouvelle-Calédonie, puisque du 19 août au 3 octobre, le patrouilleur outre-mer Auguste Benebig a quitté le port de Nouméa, notamment pour prendre part à l'exercice Kakadu 2024 au large de Darwin, en Australie. Cet exercice est le principal exercice de la Royal Australian Navy et il se déroule à Darwin tous les 2 ans. Cette année, il se tient donc du 6 au 19 septembre et il a vocation à rassembler des partenaires de la région Indo-Pacifique. Des actions conjointes de contrôle maritime, de lutte antiaérienne et de lutte sous-marine ou encore de mise en œuvre des hélicoptères seront conduites à cette occasion. L'objectif poursuivi est bien d'améliorer l'interopérabilité des acteurs de la zone pour un espace Indo-Pacifique stable. Cette semaine, l'AFREM Bretagne poursuit son déplacement dans la région Indo-Pacifique. Le 17 septembre, la Bretagne a passé le détroit de la Sonde entre Sumatra et Jakarta avant de réintégrer le Carrier Strike Group italien articulé autour du porte-aéronef Cavour. Cette séquence est notamment marquée par une patrouille conjointe avec la frégate italienne Alpino, ce qui démontre l'attachement commun de la France et de l'Italie à un espace Indo-Pacifique libre et ouvert. Plus à l'est maintenant et dans le cadre de la protection des intérêts français, après une période de patrouille dédiée à l'entraînement de l'équipage, l'Arago est entré le 17 septembre dans la zone économique exclusive de Clipperton. Il y conduira une mission de police des pêches avant de mettre le cap sur Puerto Chiapas au Mexique. La mission de l'Arago traduit pleinement l'engagement de la France pour le respect de sa souveraineté dans la ZEE et son investissement dans la lutte contre les trafics illicites. D'autre part, du 9 au 11 septembre, dans les eaux du sud-ouest de l'île de la Réunion, les unités terrestres et maritimes des FASOI, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien,
ont conduit l'exercice interarmé Paillenqueux 24.3. Cette édition a réuni une soixantaine de soldats et de marins, avec la participation de bâtiments de la Marine nationale, donc notamment le patrouilleur Le Malin et le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Champlain, également 2 équipes du groupe d'action maritime, un détachement du 2e RPIMA, ainsi que l'hélicoptère de la gendarmerie. Lors de cette séquence, marins, soldats et gendarmes ont pu approfondir leur interopérabilité dans le cadre de manœuvres à la mer, de tirs, de déploiement de détachements à terre, ainsi que d'hélitreuillage. Ces exercices complexes assurent la crédibilité de la protection de la population et des intérêts français à La Réunion. On passe à la zone Europe. En France, la formation de la première promotion de pilotes ukrainiens sur Alpha Jet arrive à son terme et se termine aujourd'hui par la traditionnelle cérémonie de macaronnage, donc la remise du brevet. Depuis mars 2024, l'armée de l'air et de l'espace forme des pilotes ukrainiens aux missions de combat aux commandes de l'Alpha Jet. La formation de ces pilotes répond à un besoin opérationnel des forces ukrainiennes et illustre le soutien résolu de la France. L'apprentissage des fondamentaux de l'aviation de combat comprend la formation à la navigation très basse altitude, l'évolution dans un cadre tactique dense face à des menaces solaires et air-air, le combat aérien, le tir air-air ainsi que le tir air-sol. Il s'agit là d'un enseignement sur mesure afin d'optimiser le temps de formation tout en assurant une qualité à la hauteur de l'enjeu opérationnel. Par ailleurs, en Europe, du 12 au 23 septembre, aux abords de la ville d'Arnhem, aux Pays-Bas, l'exercice Falcon Leap de saut de masse de parachutistes a mobilisé 12 nations alliées. À l'occasion des commémorations du 80e anniversaire de l'opération Market Garden, les parachutistes du 1er régiment de chasseurs parachutistes ont participé à la phase 1 de l'exercice avec des sauts opérationnels en conditions réelles. Cet exercice majeur a réuni plus de 1000 parachutistes, soit le volume d'un groupement tactique interarmes, toutes nations confondues, illustrant la capacité de projection de l'Alliance. De plus, en Pologne, sous le pilotage de UMAM Ukraine, le détachement français sur place a reçu comme mission particulière de concevoir, planifier et conduire une nouvelle formation au profit des forces armées ukrainiennes. Il forme désormais le niveau chef de groupe de combat d'infanterie au profit du partenaire ukrainien. Durant plusieurs semaines, donc près de 50 soldats ukrainiens ont suivi ce stage et la majorité ont été promus sergents et chefs de groupe. Ces soldats ukrainiens vont donc pouvoir rapidement renforcer la chaîne de commandement des forces armées ukrainiennes et le stage a donné une totale satisfaction aux partenaires et sera reconduit pour plusieurs cycles jusqu'à la fin de l'année. Sur le flanc oriental de l'Alliance, aux côtés de leurs alliés, les militaires français poursuivent leur engagement pour la sécurité collective. En Estonie, du 12 au 16 septembre, les forces armées estoniennes, donc Estonian Defense Forces, et le groupement tactique interarmes Lynx 20 ont conduit l'exercice Barefoot sur l'île de Saaremaa. Pendant 3 jours, 121 militaires français ont opéré en toute discrétion, ciblant des points stratégiques de l'île en agissant rapidement et furtivement. De leur côté, les forces estoniennes ont mis en œuvre les plans de défense afin de repérer et neutraliser la force adverse par un contrôle de zone, notamment à l'aide de moyens drones et de moyens cynophiles. Ce travail complet et coordonné entre le SGTIA français et les forces estoniennes contribue non seulement au plan de défense nationale estonien, mais également à la crédibilité de la dissuasion régionale sur le flanc est de l'Europe par l'OTAN. De plus, et toujours en Estonie, dans le cadre du déploiement de la compagnie d'infanterie légère, un acheminement de blindés Serval a débuté le 16 septembre. Cette manœuvre logistique au profit de la force déployée en Estonie, qui est conduite sous les forces du commandement Terre Europe, est une première en ce qui concerne le déploiement du Serval. En engageant les capacités les plus modernes aux côtés des Alliés, les forces françaises démontrent ainsi leur volonté à vouloir renforcer la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. En Roumanie maintenant, le 17 septembre, le mandat Aigle 8 est arrivé à sa fin et après plus de 3 mois passés sur le camp Berthelot, les militaires finalisent la phase de relève. Au bilan,
La mission aura été extrêmement riche. Tir interarmes, campagne de tir d'artillerie, lutte contre la menace NRBC, franchissement de rivières et de coupures humides, combat de tranchées et combat en zone urbaine. Les militaires d'Aigle 8 se sont également déployés lors de manœuvres d'ampleur, dont Eagle Arrow est emblématique. Cet exercice de déploiement de l'ensemble du bataillon multinational a été réalisé en 24 heures et avait engagé 1100 soldats et quelques 300 véhicules de combat. Il illustrait la réactivité et la souplesse du dispositif. Durant plus de 3 mois, le bataillon multinational s'est ainsi enrichi mutuellement des savoir-faire belges, luxembourgeois et français, gage de la crédibilité et de la force de l'Alliance. En Atlantique maintenant, les activités opérationnelles se poursuivent avec le déploiement de plusieurs bâtiments de la Marine nationale dans la zone. Au large des côtes belges et néerlandaises, du 2 au 13 septembre, le chasseur de mines, le Sagittaire, a participé à l'exercice de guerre des mines Sandy Coast, conduit par la marine belge sous commandement de l'OTAN. Cet exercice a permis de renforcer l'interopérabilité entre alliés. À l'issue de cet exercice, le CMT Sagittaire a traversé le canal de Kiel et a commencé sa préparation opérationnelle en vue de sa participation à venir à l'exercice OTAN Northern Coast en Baltique. Toujours déployé en Norvège, le Rhône opère dans l'exercice OTAN Dynamic Monarch 2024. Dans le cadre des missions de sauvetage de sous-marins en péril qui ont déjà été évoquées, l'objectif de cet exercice est de mettre en œuvre le NATO Submarine Rescue System. Ce système de sauvetage est composé de plusieurs moyens, un aérove, c'est un moyen d'intervention téléopéré, et le Submarine Rescue Vehicle, qui est un sous-marin dont le rôle est de prendre en charge jusqu'à 15 rescapés par rotation. Cet exercice Dynamic Monarch 24 revêt une importance particulière dans la mesure où il s'agit de la première utilisation combinée du NSRS avec la mobilisation de l'IROV et du SRV. En outre, la frégate Lafayette, qui est intégrée au SNMG1, donc le Standing NATO Maritime Group 1 de l'OTAN, a quant à elle fait escale dans la base navale danoise de Frederikshavn et a poursuivi sa patrouille opérationnelle en mer Baltique. La frégate Lafayette a également patrouillé avec l'USS Normandie. Au cours de cette patrouille, les 2 hélicoptères de chaque plateforme ont pu apponter sur l'un et l'autre des 2 bâtiments. On passe à la Méditerranée orientale et au Proche et Moyen-Orient, où sur mer comme sur terre, les armées françaises ont œuvré cette semaine encore pour la stabilité régionale en Méditerranée orientale. Ainsi, depuis le 4 août, une frégate multimission déployée en Méditerranée orientale contribue à la présence et à la permanence française dans la région. Après une récente escale à Limassol, à Chypre, la frégate participe à la 5e édition de l'exercice tactique quadripartite Eunomia, qui rassemble Chypre, la France, la Grèce et l'Italie et qui est conduit au large de Chypre du 12 au 18 septembre. Cet exercice annuel a pour vocation de renforcer la coopération, la coordination et l'interopérabilité entre les nations participantes. À l'occasion de cet exercice, les unités déployées ont réalisé des opérations aéromaritimes, d'interdiction maritime, de recherche et de sauvetage, de lutte asymétrique, des exercices d'évacuation de ressortissants, RESEVAC, et un volet cyber. Eunomia est une initiative multilatérale qui contribue à la sécurité de la navigation et promeut la liberté de circulation maritime dans la région de la Méditerranée orientale. On passe au Liban. Le 10 septembre, le général Daher, qui commande le 5e régiment d'intervention, le 5e RI, des forces armées libanaises, et le colonel Morin, qui commande la Force Commander Reserve de la FINUL, ont inauguré une installation de panneaux solaires au poste de commandement du 5e RI des forces armées libanaises. La France a soutenu ce projet débuté en 2023 et mis en œuvre avec l'appui de la FCR afin de renforcer la capacité du 5e RI à conduire ses missions quotidiennes dans son secteur de responsabilité au sud Liban, en application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans un contexte économique et sécuritaire dégradé, le dispositif de panneaux solaires, désormais pleinement opérationnel, consolide significativement l'autonomie énergétique et la continuité d'activité de cette emprise des FAL et ses capacités de commandement du 5e RI. Cette action contribue plus largement au développement des relations
entre les forces armées libanaises et le contingent français de la FINUL. Toujours au Moyen-Orient, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition afin de lutter contre Daesh. Du 5 au 12 septembre, ils ont effectué 14 sorties aériennes pour un total de 63 heures de vol. Ces vols s'effectuent dans l'ensemble du spectre des missions aériennes, défense et surveillance de l'espace aérien, prise d'alerte pour appui au Close Air Support, reconnaissance aérienne menée au Moyen-Orient, tout ça au profit de la coalition. Par ailleurs, au cours de cette semaine, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont réalisé une mission d'entraînement avec les forces irakiennes. Le 10 septembre, un exercice a simulé dans l'espace aérien irakien l'opposition de 2 équipes constituées d'un pilote français et d'un contrôleur de défense irakien. Ces séquences Partner Nation Integration illustrent un partenariat de confiance entre les 2 nations. On passe à la mer Rouge où les unités françaises s'engagent pour la stabilité de la région en sécurisant les axes maritimes, notamment en mer Rouge. Ainsi, du 14 au 16 septembre, la frégate française opérant au sein de l'opération européenne Aspides a participé à la sécurisation de l'opération de remorquage du Sounion. Le pétrolier qui avait été attaqué par les Houthis le 21 août a été remorqué par des bateaux civils sous la protection des bâtiments militaires français, italiens et grecs de l'opération Aspides. La réussite de la sécurisation de l'opération de remorquage est le résultat d'une coopération étroite entre les nations participantes à la mission, en lien avec les remorqueurs civils. Plus au sud maintenant, dans la Corne de l'Afrique, en étroite liaison avec le partenaire, la France poursuit son engagement aux côtés de la République de Djibouti dans le cadre du traité de défense bilatéral. Ainsi, du 6 au 13 septembre, les Mirage 2000-5 des FFDJ ont effectué 17 sorties aériennes. Ces vols s'inscrivent dans le cadre de préparation opérationnelle des pilotes pour garantir la capacité des équipages à réagir sur court préavis. Toujours en Afrique, les armées françaises s'engagent au quotidien auprès de leurs partenaires pour mener des actions de coopération adaptées aux besoins de chaque pays. Dans ce cadre, en patrouille dans le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer commandant Ducoin a accosté en République de Côte d'Ivoire le 11 septembre à l'occasion de sa 2e escale opérationnelle dans le cadre de l'opération et son déploiement Corimbe. Par la suite, le 15 septembre, le commandant Ducoin a mené une patrouille commune avec le bâtiment ivoirien. Le capitaine de frégate Sekengo, c'est le nom du bâtiment ivoirien. Durant cette période, le commandant Ducoin a mis à profit la présence d'un inspecteur des pêches ivoirien dont la connaissance de l'environnement a été déterminante pour cibler efficacement les trafics et la pêche illicite. Plus au nord, au Sénégal, du 2 au 13 septembre, un entraînement conjoint dans le domaine du tir de précision a été organisé à Thiès entre les éléments français au Sénégal et le groupement des fusiliers de l'air des forces armées sénégalaises. Durant 2 semaines, les militaires sénégalais et leurs homologues français ont ainsi renforcé leurs compétences et partagé les savoir-faire visant à accroître l'autonomie et l'efficacité des 2 forces sur le terrain. Cette mission, inscrite dans le cadre d'un partenariat solide entre le Sénégal et la France, illustre une nouvelle fois la coopération militaire active entre les 2 pays autour d'une volonté commune d'assurer la sécurité en Afrique de l'Ouest. On passe à la zone anti-Guyane, puisqu'en Guyane, depuis le 27 août, les forces armées en Guyane, les FAG, ont conduit, aux côtés des forces de sécurité intérieure, l'opération Cobra pour lutter contre l'orpaillage illégal. Cette opération a abouti le 10 septembre à la mise hors d'usage de 193 carbets, ce sont des abris en bois sans mur, de 2 quads, 27 tables de levée, 24 motopompes, 21 groupes électrogènes, et le montant de cette destruction d'avoirs criminels est estimé à 2,3 millions d'euros. En parallèle, la vedette côtière de surveillance maritime La Charente a patrouillé cette semaine afin de maintenir une présence dans la zone, dans cette zone de responsabilité permanente, et de lutter contre la pêche illégale dans les eaux françaises. Toujours pour les FAA, donc cette semaine, du 10 au 12 septembre, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer du Mont d'Urville a participé à l'exercice néerlandais Windward au large de l'île de Saba, au nord des Petites Antilles néerlandaises. Au cours de son déploiement, le Dumont d'Urville a mené des exercices de navigation
et de remorquage en compagnie du patrouilleur Pelican de la Marine royale néerlandaise. Ces exercices constituent un excellent entraînement qui favorise l'interopérabilité en cas de catastrophe naturelle entre les FAA et les forces néerlandaises, qui sont un partenaire clé dans la région des Caraïbes. Plus au sud maintenant, en Guadeloupe, la 2e compagnie du 33e régiment d'infanterie de marine est déployée en mission Kanawha depuis le 11 septembre. Dans le cadre de cette mission de souveraineté, les marsouins du 33e RIMA ont effectué des exercices de préparation opérationnelle, notamment dans le domaine de l'aguerrissement. Cet exercice permet de mieux faire connaître les capacités militaires des FAA au sein de l'archipel guadeloupéen, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et ceci conclut ce point de situation et je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour, Pierre Julien, indépendant. Par rapport aux pilotes ukrainiens donc, qui ont été formés, qui ont été macaronnés, combien de pilotes, si vous pouvez nous répondre, ont été formés? Y aura-t-il une 2e promo? Et puis, à combien, alors je ne sais pas, de semaines, de mois peut-on estimer la transformation d'Alpha Jet à F-16, par exemple? Alors, le nombre de pilotes est une information que je ne vous donnerai pas. Cette formation est donc à la demande du partenaire. Ce n'est pas l'unique formation qu'on fait en France. Comme vous le savez, on est proche aujourd'hui d'avoir formé pas loin de 15 000 Ukrainiens dans différents domaines. Ça peut être le domaine de l'infanterie, le domaine du génie. Dans le domaine de l'infanterie, du génie, on a formé des TACPI, donc des contrôleurs tactiques terminaux pour l'attaque au sol. Donc il y a un volume considérable au sein de l'UMAM. La France contribue à hauteur de 1/3 des formations de l'ensemble des Ukrainiens. La durée de formation, elle est liée à en fait, ce que souhaite le partenaire ukrainien, donc le panel de missions qui est demandé. Et donc la formation sur F-16, il faudra le demander, il faut vous adresser donc, au pays qui l'accueille. Il y a notamment, si je ne m'abuse, les États-Unis. Je crois que, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, il faut se rapprocher, je reviendrai vers vous pour savoir exactement où se passe la formation F-16, mais je ne peux pas m'exprimer à leur place. Alors, le volume de gens formés, comme vous le voyez, on annonce ça en fin de formation pour des raisons de sécurité opérationnelle qui paraissent assez évidentes. Donc, je n'en dirai pas plus sur le sujet. Frédéric Asselin. Est-ce que vous pouvez nous dire, compte tenu des tensions extrêmes au Liban, le dispositif de la FINUL et nous rappeler les effectifs? Donc vous m'avez demandé s'il y avait, oui, je vous remercie. Vous m'avez demandé s'il y avait donc des changements dans la mission de la FINUL, les changements d'effectifs. Alors la mission de la FINUL, c'est une mission des Nations Unies. Le mandat est donc décidé à New York. Aujourd'hui, il n'est pas question que ce mandat soit modifié. Il correspond toujours au respect de la résolution 1701 qui consiste à s'assurer de la sécurité de la Blue Line. Et donc les Français qui sont déployés dans cette zone sont là pour cette raison-là. Aujourd'hui, on a 700 militaires qui sont déployés dans le cadre de la mission. C'est dans un partenariat qui est de longue durée. C'est effectivement lié à la FINUL, mais également qui participe à la relation bilatérale entre la France et le Liban. Et cette part évolue au gré de la demande du partenaire ou au gré de la demande effectuée par les Nations Unies à New York pour faire évoluer la mission. Mais aujourd'hui, ça n'est pas à l'ordre du jour. 700 Français engagés. Alors, bien entendu, les militaires français prennent toujours toutes les mesures pour faire face à toutes les éventualités. Donc, effectivement, aujourd'hui, la situation, vous l'avez souligné, la situation sécuritaire est critique. Pour autant, la mission continue et les Français sont prêts à faire face.